Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel invité. En effet, mon invité aujourd'hui a un parcours atypique. D'abord formé à l'école du spectacle et au cours Simon, il se destine à la profession d'avocat et prête serment en 1985, tout en restant proche du milieu des artistes. Avocat fondateur du cabinet à son éponyme, il assiste et conseille les auteurs et les artistes-interprètes et défend leurs droits de leur personnalité et leurs droits à l'image. Il intervient dans bon nombre de dossiers de propriété intellectuelle et du droit du travail. Il est aussi une personnalité incontournable du monde audiovisuel. En effet, depuis plus de 30 ans, il entre dans vos salons, tant par la radio que la télévision, pour aider et éclairer les Français dans toutes les difficultés de juridiction qu'ils peuvent rencontrer. Une autre casquette aussi, il est un écrivain et il reçoit en 2022 le prix littéraire du Cheval Blanc pour son roman autobiographique « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et en 2023, il y a quelques mois seulement, il publie un nouveau livre, une nouvelle partie de son autobiographie, Ma mère, Dieu et Lizzie, dont on parlera tout à l'heure. Les amis, vous l'aurez compris, j'ai la joie et le privilège de recevoir aujourd'hui le très médiatique, mais avant tout humain, avocat défenseur du droit et des droits de l'homme, Maître Laurent Pérez. Maître Laurent Pérez, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous. Dans votre cabinet, merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord commencer par une citation. Une citation de Pezzazzoli qui, pour se présenter, soulignait « C'est par mon cœur que je suis ce que je suis ». Et vous, Maître Laurent Pérez, qui êtes-vous? C'est très difficile de se définir. Je pense que lorsque vous posez cette question, personne n'est capable de dire exactement ce qu'il est. On se définit d'abord de là où on vient. Moi, j'ai une chance inouïe d'avoir eu des parents et une famille que j'ai toujours, des familles exceptionnelles. Donc, je suis ce qu'on a fait de moi, c'est-à-dire quelqu'un de très curieux, quelqu'un d'humaniste, j'espère, quelqu'un de juste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis intéressé à la justice. Quelqu'un qui aime les autres, vraiment. J'aime les gens, j'aime l'histoire des gens, j'aime la vie des gens. Donc je pense être celui que je suis, en fait. Merveilleux, merveilleux. Et une deuxième question pour un peu plus vous connaître. Selon vous, quelle est votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. Je pense que je suis quelqu'un dont la fidélité peut amener à porter l'autre jusqu'au but, c'est-à-dire à ne jamais désaimer les personnes que j'ai aimées. J'essaye de, même quand les choses sont en rupture, même quand les choses, finalement, je crois que j'ai beaucoup de mal, il y a toujours des exceptions, mais je crois que j'ai beaucoup de mal à désaimer les gens que j'ai aimés. Je peux m'en éloigner, m'en détacher, mais je ne peux pas les désaimer, je ne peux pas me renier. Alors on parlera de ce thème de l'amour tout à l'heure dans la seconde partie de l'interview. Je voudrais poursuivre, Maître Laurent Pérez, par des questions sémantiques. Tout d'abord, à savoir comment définissez-vous la justice? Je disais tout à l'heure, la justice, pour moi, quand j'ai souhaité aborder ce milieu, pour moi, justice était juste. J'aime les choses justes. J'aime qu'on ait toujours une attitude juste vis-à-vis de l'autre. On peut être empathique, on peut parfois être de mauvaise foi, ça nous arrive aux uns et aux autres, mais dans la justice, il y a vraiment ce côté, plus que l'équité, plus que la moralité, c'est être juste, et c'est extrêmement difficile d'être juste, parce que
pour être juste, qui sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? On est juste par rapport à notre éducation, on est juste par rapport à nos connaissances, on est juste par rapport à ce que l'on connaît, oui, on est juste par rapport à l'autre et à son regard. C'est très, très, très difficile cette notion de juste, mais j'essaie de m'approcher le plus dans ma vie, dans mon rapport au client, dans mon rapport à la défense que j'ai, de m'approcher de cette justesse pour arriver à cette justice. Et alors que répondez-vous à un grand philosophe allemand qui souligne et qui définit la justice de la manière suivante: la justice est le doute sur le droit qui sauve le droit. Le doute sur le droit, c'est le doute qu'on fait prévaloir sur toute infraction pénale lorsqu'on défend un présumé innocent mais qui est déjà sur la route de la condamnation, et on essaie de faire naître le doute dans l'esprit des juges. Donc ce doute, il est important parce que il faut mieux libérer quelqu'un de coupable que, à mon sens, passer à côté de la justice et rendre une décision qui serait injuste et peut-être faire acte d'injustice. Voilà, vous faites la transition. Finalement, à quel moment pouvons-nous parler d'injustice? Et finalement, quand est-elle née cette injustice? La justice, elle revêt divers visages. Lorsque celui qui est condamné n'est pas entendu, c'est une injustice. Lorsque les éléments qui sont, comme on dit, à charge et à décharge, et qu'il n'y a que de la décharge, que des éléments à décharge dans l'appréciation d'un ou plusieurs magistrats, c'est encore une fois de l'injustice. Lorsqu'on présume quelqu'un de coupable, au lieu de le présumer tout d'abord innocent, c'est de l'injustice. Lorsqu'on le cloue au pilori avant même d'avoir été jugé, ce qui se passe dans toutes ces affaires médiatiques, dans toutes ces affaires de justice qui est rendue par les médias, par le tribunal des médias, c'est de l'injustice. Je parlais ce matin tout à l'heure avec mes collaborateurs d'une procédure d'un animateur radio qui aujourd'hui a signé son employeur devant le tribunal de commerce, parce qu'on l'empêche de travailler, on lui a suspendu de ses fonctions, parce qu'il fait l'objet d'une procédure où il est censé être présumé innocent, et où la procédure va prendre un certain nombre de mois, voire d'années, et pendant ce temps-là, il ne va pas travailler, et ça veut dire qu'on l'a déjà condamné, on l'a déjà exclu de la société d'une certaine manière, et ça, c'est de l'injustice, tout ça. Et à quel, vous utilisez l'expression du tribunal médiatique. En quoi les médias, finalement, ont-ils peut-être un pouvoir de justice qui peut peut-être se traduire aussi par peut-être une injustice aussi? C'est tout le problème de la liberté d'expression. Il y a la liberté de penser, celle-ci, elle vous est propre et généralement, vous ne l'exprimez pas, vous la gardez dans une sphère extrêmement privée. Et puis vous avez la liberté d'expression. Cette liberté d'expression autorise des uns et des autres à intervenir dans des médias pour donner leur avis, pour polémiquer, et en fait, d'ores et déjà, convaincre le plus grand nombre qui est le public. On dit que la justice est rendue au nom du peuple, mais ce peuple aujourd'hui, on y a accès de façon flagrante par moult moyens. Et les réseaux sociaux en sont la preuve évidente. Et ensuite, les télévisions, les chaînes de télévision, les plateformes de partage, ce qui fait qu'en réalité, eh bien, tout le monde aujourd'hui formule, selon le principe sacro-saint de sa liberté d'expression, formule un avis, et qui parfois, lorsqu'on représente soit un média, soit une certaine audience, eh bien, peut d'ores et déjà condamner quasi définitivement, en tout cas de façon irréversible, puisque le mal sera fait, la personne concernée. Et ça, c'est terrible. Oui, mais
aujourd'hui, et je vois que c'est vraiment flagrant de plus en plus, il y a quand même des décisions de justice qui peuvent paraître assez aberrantes. Bernard Werber souligne dans les Talentonaux que la justice est une illusion. Maître Laurent Pérez, comment aujourd'hui peut-on encore croire en la justice? Est-ce possible de croire encore en la justice? Vous savez, la justice, c'est un mot, mais derrière la justice, il y a des hommes. Et donc, c'est ces hommes-là, c'est un peu une loterie. Moi, j'avais face à un juge d'instruction pour un de mes clients, la juge m'avait dit, vous savez, la justice est une décideuse. Ça m'avait frappé, choqué, j'étais au début de mon métier d'avocat, et j'avais été extrêmement surpris de ce terme employé, et évidemment, l'expérience et la vie a fait que j'ai parfaitement compris aujourd'hui ce que voulait dire ce mot. Et c'est vrai que la justice, c'est vous et votre chance, mais comme dans la vie de tous les jours, vous prenez votre voiture, vous prenez votre vélo, vous marchez, votre santé, c'est vous et votre chance. Vous n'avez pas fait de check-up avant, vous vous retrouvez avec une maladie qui aurait pu être dépistée avant, une affection, vous êtes l'objet d'un accident, de train, d'avion, de route, enfin, c'est vous et votre chance. Et bien la justice, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est votre rencontre avec des juges ou des auxiliaires de justice. Moi hier, j'assistais à une personne qui se retrouvait dans une affaire de mœurs, qui était quelqu'un du milieu artistique, comme beaucoup aujourd'hui, se retrouve avec ce mouvement MeToo à libérer beaucoup de paroles, et c'est très bien, victime. Et là, il était porté plainte contre lui pour prétendu acte de viol. Et là, on a eu vraiment, j'ai dit à mon client, vous avez la chance d'être face à un brigadier, c'était une femme brigadier, qui véritablement n'a pas pris le casier judiciaire comme étant déjà l'aveu de la culpabilité de mon client, parce que mon client avait un casier judiciaire qui laissait penser que l'infraction sexuelle avait été déjà commise. Et donc, c'est pas parce qu'il avait déjà été jugé auparavant qu'obligatoirement, ce qui a été dit là était vrai. Et donc, j'ai eu cette objectivité, cette droiture, cette rigueur avec laquelle elle a mené les entretiens et les confrontations. Et ça m'a fait extrêmement plaisir pour la justice, parce que je me dis, elle est restée droite dans ses bottes, elle est restée objective, elle a regardé la charge et la décharge, tous les éléments, ce qui a permis d'ailleurs à mon client de sortir de ses gardes à vue assez rapidement. Rien ne dit ce qui sera décidé après. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vous et votre chance. Donc la justice, non, elle n'est pas illusion, c'est aussi voilà, le fruit d'une chance, comme dans tout dans la vie. Je pense qu'on a la chance de naître là et pas là, avec telle ou telle famille, des parents violents, des parents qui sont aimants, des parents... Tout est des facteurs de chance, et si on est croyant, bon, bah alors là, cette chance, on la cultive. Oui, faut-il encore en effet être croyant. Maître Laurent Pérez, vous êtes spécialiste, expert de la propriété intellectuelle. À quel moment parle-t-on de propriété? Qu'est-ce qui m'appartient et quels sont finalement les critères d'appartenance? C'est difficile la propriété intellectuelle parce que c'est pas un bien tangible, c'est une œuvre de l'esprit, la propriété intellectuelle. Donc il est bien qu'il existe une véritable législation de protection de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que si nos idées sont de libre parcours, si elles ne sont pas protégeables, et heureusement parce que tout le monde a une idée à une seconde et on ne sait pas quand vous l'avez eue et quand votre voisin l'a eue, et on ne peut pas arbitrer des procès sur des idées. En revanche, quand ces idées revêtent une œuvre, c'est-à-dire la matérialité d'une œuvre, que ce soit un écrit, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit une chanson, que ce soit une musique, que ce soit une œuvre télévisuelle, que ce soit une œuvre de fiction, une pièce de théâtre, un film, un scénario, tout concourt, et dès qu'on a une concrétisation de votre idée par le biais de l'ensemble de ces œuvres, ça peut être votre vêtement, ça peut être votre veste, ça peut être vos chaussures, ça peut être... toutes vos idées deviennent des propriétés à partir du moment où on peut les réaliser, on voit la réalisation. Et cette réalisation concrète, supporistique, j'ai envie de dire, permet cette protection, et voilà, je trouve que c'est
les œuvres de Victor Hugo, les œuvres de Montesquieu, les œuvres de, voilà, de tous les auteurs honorifiques, les architectes aujourd'hui. Je m'occupe moi par exemple d'œuvres créées par des architectes, des meubles, des luminaires, je trouve ça extraordinaire que l'on puisse protéger ces idées devenues des œuvres et des produits. En effet, il n'y a pas de justice sans droit, vous occupez des droits d'auteur. Finalement, Maître Pérez, à qui reconnaît-on les droits? Aux individus ou aux citoyens? Moi, je dirais qu'on les reconnaît aux individus, et les citoyens, eux, on leur donne des devoirs. Alors, évidemment, les citoyens ont des droits et des devoirs, mais les citoyens, qui dit citoyen, dit implication dans la cité. Et donc, implication dans la cité, c'est le respect de l'autre, c'est le devoir de bien se comporter, c'est le devoir de ne pas aller sur la propriété de l'autre, c'est le devoir de ne pas injurier, de ne pas diffamer l'autre, c'est le devoir de bien se comporter dans sa propriété même. Donc, tout ça, je vois dans citoyen beaucoup de devoirs. Et dans l'individu, je trouve le droit de penser, le droit d'exister, le droit de s'exprimer. Voilà, le droit de voir protéger ses enfants, le droit de voir protéger ses aînés, ses aïeux, le droit de voir protéger sa propriété aussi, le droit de voir protéger ses acquisitions, ce qui a pu être par la force du travail, le droit de pouvoir obtenir de son employeur aussi une protection de sécurité, de santé. Voilà, tout ça, je vois l'individu dans sa globalité pour les droits et le citoyen plutôt pour les devoirs. Et finalement, est-ce que la légitimité fonde la légalité dans la justice? Non. Ce qui est légitime pour vous n'est pas pour l'autre. La légitimité, il y a une légitimité objective et une légitimité probablement subjective. La légitimité objective pourrait aller s'approcher de la légalité, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on appelle la légitime défense, avec un certain nombre de critères d'objectivité. En revanche, la légitimité, encore une fois, c'est au regard de votre éducation, au regard de votre situation, au regard de votre expérience, au regard de l'individu que vous êtes. Ce que vous pouvez estimer être légitime pour vous n'est pas forcément pour l'autre. Et peut-être une dernière question, avant de passer à la seconde partie de l'interview. Maître Laurent Pérez, d'où fonde-t-elle, ou je dirais, d'où vient exactement la force de la loi? La force de la loi, elle vient dans sa nécessité. C'est-à-dire que pour organiser la vie des individus, dans ses moindres actes et faits, il faut une loi. Et donc cette nécessité de régir la vie de nos concitoyens, notre vie, vient donne cette force à la loi. La loi, d'ailleurs, les décisions sont rendues au nom du peuple, c'est ce qui est indiqué à la fin de la décision pour rendre exécutoire la décision. Donc elle est rendue au nom du peuple, donc c'est ce peuple qui théoriquement est à même de rendre cette loi, et donc c'est cette force-là de la vie de ce peuple, cette nécessité de la vie de ce peuple de vivre en harmonie, qui donne toute la force et toute la scène à la loi. Maître Laurent Pérez, je voudrais arriver maintenant à la seconde partie de l'interview, qui va nous arrêter sur votre magnifique livre, émouvant livre, Ma mère, Dieu et Lydie, que vous avez donc publié il y a quelques mois, livre dans lequel vous retracez toute la conception du bonheur, de la mort, de la tendresse. Tout d'abord, peut-être, pourquoi avez-vous éprouvé ce besoin, finalement, de retracer des moments intimes avec votre épouse? Alors d'abord, je me sens plus facile et plus légitime lorsqu'on écrit un premier ou un deuxième livre, de revenir plutôt sur ce que l'on connaît soi-même, de ce qu'on est soi-même. Et même si j'adorerais, j'espère que je le ferai,
m'exercer à une vraie fiction, à écrire de vrais romans, j'ai envie de dire. Là, c'est un roman vrai, plutôt que vrai roman. Et donc, il était plus facile pour moi d'écrire des choses qui me concernent et voilà, qui touchent un peu j'ai envie de dire, à mon intimité. Et puis surtout, ce deuxième livre semblait être un souhait des lecteurs qui avaient été en grand nombre et qui avaient adoré le premier livre. Ils étaient rentrés dans ma famille et dans la vie dans mon enfance avec cette maman absolument explosive et inspirante que j'ai eu la chance d'avoir, Esther, et mon père aussi, et l'ensemble de mes frères et sœurs. Et j'ai vu qu'il y avait une véritable appétence pour cette famille qui aujourd'hui fera l'objet d'un film. Et du coup, lorsqu'il a été question d'écrire un deuxième livre, en fait celui-ci s'est imposé. Alors il s'est imposé, puisque j'ai mis en avant cette fois-ci ma femme, il s'est imposé à la faveur d'un échange que j'avais eu avec une de mes amies qui est animatrice de télévision et qui, lorsque je lui ai parlé des conditions dans lesquelles j'avais rencontré ma femme, c'est elle qui m'a tout de suite dit « mais je ne comprends pas, ta mère était très inspirante, mais ta femme l'est tout autant, elles ont des points communs qui devraient faire le bonheur et le délice d'un deuxième ouvrage, et je pense que ta femme mériterait également cet hommage. » Et c'est la raison pour laquelle je me suis engouffré dans cette seconde histoire. Vous parlez du bonheur, vous venez d'utiliser ce beau mot qu'est le bonheur. Quelle définition donnez-vous du bonheur? Et finalement, d'une certaine manière, le bonheur existe-t-il vraiment? Ou nous n'avons que des paliers, c'est-à-dire des paliers de plaisir pour peut-être un jour accéder au bonheur avec un grand B? Alors, il n'y a pas d'universalité du bonheur, je pense. Votre bonheur n'est pas forcément le mien. Et on ne cherche pas à avoir l'université du bonheur. Je pense que personne ne peut aujourd'hui dire j'ai connu le bonheur. J'ai connu des bonheurs, j'ai connu mon bonheur, mais je n'ai pas connu le bonheur. Et chacun voit, vous savez, nous dînions en famille un soir de Shabbat chez mon neveu, et nous sommes toujours des très grands tablés, et il y avait, et c'est ce qu'on fait tous les vendredis soirs d'ailleurs, et on était tous ensemble avec cette ferveur à la fois spirituelle et puis cette ferveur familiale, cette dimension familiale. Et il y avait à notre table, comme on fait souvent vendredi, de personnes que l'on invite, et là il y avait une jeune femme, qui était en plein divorce, et qui était en plein divorce, qui est actuellement en divorce avec un homme extrêmement riche, qui est très en vue, et qui, voilà. Et alors, on va dire qu'ils ont des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se disputer cette fortune mirifique importante. Et à la fin du dîner, elle nous a tous regardés, et elle nous a dit « mais j'aurais tout donné pour finalement connaître le bonheur d'avoir une famille comme la vôtre. » Ça veut dire que pour beaucoup, le matériel est le bonheur, pour d'autres, la vie amoureuse qu'ils ont avec la personne avec laquelle ils sont, c'est leur bonheur. Pour d'autres encore, c'est le partage avec les enfants, c'est le bonheur même d'avoir des enfants. Pour d'autres, ça peut être la profession très exposée, extraordinaire, ou l'apport de cette profession quand on est un chercheur, quand on est un médecin, quand on est philosophe parfois, parce qu'on a les clés aussi du fonctionnement de notre pensée. Voilà, il y a des bonheurs, et chacun peut avoir sa propre définition du bonheur, mais personne ne peut donner la définition du bonheur. Quel est ce plus beau mot? Je crois que dans ce livre, on pourrait résumer votre livre, ce qui n'est absolument pas réducteur, mais par le mot aimer et amour, qui transparaît vraiment avec beaucoup d'émotion. Peut-être oserais-je vous demander votre définition de l'amour. Que veut dire aimer pour vous? Il y a une très jolie chanson de Jean-Luc Babadi, écrite pour Sylvie Vartan, qui faisait l'objet de mon premier, qui faisait partie de mon premier ouvrage, qui s'appelle Aimer. Et cette chanson est une suite de vers à l'infinitif. Si je m'en souviens bien, c'est aimer, 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 rêver, blondir, donner, garder, serrer, trembler, pleurer, chérir,
et vivre, croire et suivre, pleurer, plier, tomber, porter, enfin, je me souviens plus de tous ces verbes, et c'est exactement ça. Je crois que l'amour, c'est une suite de sensations diverses. Ça peut être sentir une fleur, parce qu'on aime la nature, on aime se promener en forêt, ça peut être partager un moment inouï avec l'être aimé, l'être avec qui on partage peut-être sa vie, ça peut être à la table, comme je te disais, à la table de Shabbat avec sa famille, à une table en tout cas de réunion de famille, ça peut être un voyage exceptionnel. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas de recette de l'amour, il n'y a pas de définition de l'amour, on a des sensations olfactives, sentimentales, intérieures, des sensations visuelles, des sensations, ça peut être le premier regard, la première rencontre, ça peut être notre rencontre aujourd'hui, Emmanuel. Voilà, tout ça, ça peut être une forme d'amour. Je pense qu'on a pour rejoindre le bonheur, on a des aptitudes à aimer ou à des aptitudes au bonheur, on n'en a pas, et moi j'ai la chance d'avoir eu ce gène de l'aptitude au bonheur. Tout à l'heure, Maître Landrez, vous parliez finalement de la spiritualité de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Et cette place de Dieu, finalement, vous fait-elle craindre ou avoir peur, je dirais plus craindre, la mort? Alors, Dieu a une part très importante dans ma vie, il l'a depuis toujours, puisque dans mon premier opus, je racontais comment nous attendions avec ma famille et ma maman le miracle, puisque les médecins avaient été très clairs, je ne pourrais jamais marcher, et ce miracle est parvenu à force de prière, à force de bougies incandescentes dirigées vers les saints et vers l'au-delà. Nous avons pu avoir ce signe du grand maître, puisque j'ai pu être en relation avec la femme d'un bouteux qui allait finalement me soigner à 5 ans et demi. Donc Dieu a toujours fait partie de ma vie et j'en ai eu la preuve flagrante, j'ai envie de dire, même si Dieu ne cherche pas à montrer qu'il existe, moi j'ai eu la preuve flagrante de ce que Dieu existait et il n'y a pas un moment dans ma vie où je ne remercie pas Dieu, où je n'implore pas Dieu, où je ne prie pas Dieu, parce que oui, j'ai cette crainte évidemment de Dieu, et c'est peut-être aussi ça qui fait que pour ceux qui en ont la crainte, on essaie de se conduire le plus juste possible et le mieux possible, parce que parfois cette crainte est nécessaire. Alors au regard de la mort, bizarrement j'ai très peur de la mort, alors en croyant en Dieu, on ne devrait pas nécessairement avoir peur de la mort, on pourrait l'accueillir en se disant qu'un autre monde nous attend, et j'en suis sûr que cet autre monde nous attend. Mais je suis un peu comme ma maman elle ne pleurait pas sur sa mort, elle pleurait sur le fait que sa mort allait provoquer énormément de peine auprès de nous, notamment ses enfants. Mon père était déjà plus là, notamment auprès de ses enfants, et quand elle pleurait, elle me faisait rire parce qu'elle n'avait pas peur de la mort, elle me disait comment vous allez faire sans moi. Eh bien, je dis non pas qu'on soit, on sait que le cimetière est rempli de gens qui sont, dont on n'a forcément pas besoin, mais pour autant, j'ai beaucoup de peine de me dire que mes enfants qui n'ont plus leur maman aujourd'hui seraient en peine de me voir partir, et c'est plutôt ça qui me fait de la peine au regard de la mort, et pas ma mort vraiment, et pas ce qui interviendra après, parce que je suis sûr qu'après il peut se passer des choses, encore une aventure absolument extraordinaire. Et Maître Landrez, peut-être la dernière question. Dans vos deux ouvrages, la place de la famille est fondamentale. On sent l'amour de la famille, l'impact de la famille dans votre vie, votre famille. Peut-être une question très générale. Quel regard aujourd'hui avez-vous sur la famille dans ce XXIe siècle? Je crains qu'elle soit en danger, la famille. Je crains qu'elle soit en danger parce que Alors, j'ai pas une vision unique de la famille, parce que c'est très bien que les gens qui ne s'aiment plus puissent divorcer, c'est très bien que les gens puissent
continuer leur vie avec d'autres personnes, avoir d'autres enfants. Mais tout de même, c'est très compliqué dans ces familles recomposées aujourd'hui, qui sont parfois frises à la décomposition, dans ces familles avec des enfants de plusieurs lits. On le voit au moment de la pré-disparition des uns et des autres, on le voit avec l'affaire Delon, avec l'affaire Hallyday, on le voit avec d'autres affaires de gens célèbres pour essayer de donner des images, mais on les a tous autour de nous aussi. On voit bien que d'un seul coup, cette famille, elle vole en éclat immédiatement. Donc, je ne dis pas qu'il faille rester à tout prix avec la personne avec laquelle on a choisi de faire sa vie au départ et avoir des enfants. C'est très important qu'on puisse se séparer et puisse avoir la chance de rencontrer l'amour, mais je pense que la famille stricto sensu vole, oui, véritablement vole en éclat. En revanche, je crois beaucoup à la famille qu'on se crée, qui n'est pas forcément la famille de sang. Moi, j'ai des amis qui font partie de mon deuxième livre, c'est ce que j'appelle mon équipe, avec laquelle que j'ai connu très tôt, très jeune, à la fin de l'adolescence, et avec lesquels je suis très proche jusqu'à aujourd'hui, et qui m'ont accompagné, et je les ai accompagnés dans tous les actes de nos vies, que ce soit nos examens, que ce soit la perte parfois de nos êtres chers, la naissance de nos enfants, nos mariages, nos désillusions, voilà. Et je pense que ça, c'est la famille au sens large, et je crois énormément à la famille au sens large qu'on se crée, qui n'est pas toujours une famille de sang, mais qui est une famille essentielle. Merci beaucoup. Merci Maître Roland Pérez de m'avoir reçu. Merci pour la profondeur de votre réflexion, mais surtout merci pour votre humanité. Merci beaucoup. Merci infiniment. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.